La séance est ouverte. Monsieur Francis Kalombo Tam, le jury nommé par décision rectorale, comprenant les professeurs Émile Bongili, moi-même comme président, le professeur Louis Kaloum Kol, doyen de la faculté, comme secrétaire, et comme membre effectif, il y a le professeur Jacob Niembasuga, promoteur du travail, et l'autre membre, c'est le professeur Jean Kambaï Boacha, qui est en route. Il vient de connaître une panne de voiture, mais il est en route. Le quorum est donc atteint, 3 sur 4. Nous pouvons donc valablement siéger pour vous accorder 20 minutes au cours desquelles vous allez nous présenter l'économie de votre texte intitulé La problématique des procédés d'élaboration des constitutions en République démocratique du Congo et leurs conséquences au plan politique et institutionnel. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Honorable président du jury, honorables membres de la composition, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers auditeurs, le travail que nous avons le privilège de défendre ces jours dans le cadre de notre recherche pour l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en sciences politiques et administratives est intitulé « La problématique des procédés d'élaboration des constitutions en République démocratique du Congo et leurs conséquences au plan politique et institutionnel ». Honorable président du jury, honorables membres de la composition, il existe une abondante littérature sur la Constitution, son mode d'élaboration, de révision, ce qui a requis sa prise en compte dans le cadre de cette étude, afin d'y ressortir notre propre perception des choses sur la question. À cet effet, les débats constitutionnels constituent un enjeu majeur aussi bien pour le juriste publiciste que pour le politologue, dès lors que cela relève du fonctionnement même des institutions par voie des conséquences de l'État lui-même. C'est ainsi que le professeur Ambroise Kamoukouni, dans sa publication sur le droit constitutionnel congolais, fait observer que, de nos jours, je cite, « La Constitution désigne la loi fondamentale de l'État. Elle établit et définit les différents organes de l'autorité, leurs pouvoirs et la manière dont ils doivent être exercés. La relation entre ces organes et le peuple, ainsi que les droits et les devoirs des citoyens. Considérée dans ces cadres, la Constitution doit être produite dans un document imposable à toutes les normes découlant des habitudes, des us et coutumes, des usages sur l'exercice du pouvoir dans une société donnée et non un assemblage des règles généralement étrangères au peuple qu'elles sont appelées à régir. Un document, même appelé constitutionnel, qui ne puiserait pas sa légitimité dans ses destinataires, n'en serait pas une. Abondant dans le même sens, dans la préface de la même publication, le professeur Nyabirungu souligne le fait que depuis son indépendance, la République démocratique du Congo est en quête d'une réelle et véritable identité constitutionnelle, ce qui les pousse à faire remarquer que la crise congolaise est à considérer à juste titre comme prioritairement institutionnelle. L'auteur ici paraît rejoindre notre préoccupation dans la mesure où il s'inscrit dans une posture à la recherche non pas d'une constitution idéaliste, mais d'un véritable patrimoine sociétal tirant son ancrage de la réalité locale afin que le dire et le faire se croisent et permettent la stabilité institutionnelle et politique, gage du bien-être collectif. À travers cette étude,
nous nous sommes proposés de faire constater les conséquences négatives au plan politique et institutionnel relatives à l'inadaptation des constitutions de la République démocratique du Congo aux réalités locales en rapport avec les mécanismes de leur établissement. Ces différentes affirmations confortent notre position dans la mesure où il se révèle que l'écriture constitutionnelle semble déroger à cet impératif, gage de son enracinement dans le patrimoine national congolais. Car les mimétismes auxquels ce pays a eu à faire face dans l'établissement des constitutions congolaises n'a accouché que des crises pour l'inadaptation des dispositions à certaines pratiques locales. Et d'ailleurs, le professeur Djelo Epenge, étant de cet avis, fait remarquer que ces faiseurs de constitutions qui se mettent souvent en quatre n'élaborent que des formules constitutionnelles qui constituent des décors plaqués sur une réalité différente. Une constitution sans enracinement dans la psychologie du peuple ne peut résister aux fluctuations de la vie politique. Toute constitution doit traduire les aspirations profondes et légitimes de la population. Ceci démontre l'importance à accorder à cette étude si nous pensons construire un État fort au cœur de l'Afrique, doté des institutions fortes en lieu et place des hommes forts. Autrement dit, État de droit et non État voyou, comme pour paraphraser mon maître, le professeur Niemba Sunga Jacob, dans sa récente publication. Pour ce faire, saisir l'évolution constitutionnelle de notre pays en ressortant le mécanisme et sous-tendu l'élaboration de chaque texte constitutionnel ainsi que son pouvoir constituant originaire, à la lumière de la doctrine admise, présente un intérêt indéniable, que ce soit sur le plan pratique que sur le plan théorique face aux défis de la stabilité politique et par voie de conséquences, la stabilité institutionnelle. Honorable président du GELI, honorables membres de la composition, de ce qui précède, notre préoccupation à travers cette étude a deux volets. Le premier a consisté à savoir comment ces différentes constitutions ont été élaborées et quel en était leur degré de légitimation ainsi que leur impact dans l'ordonnancement politique et institutionnel. Le deuxième volet, par contre, a cherché à ressortir les conséquences y afférentes. Honorable président du jury, honorables membres de la composition, il s'est observé que les mécanismes mis en place pour l'établissement des constitutions ne seraient pas à même de garantir la stabilité institutionnelle. Elle semble être comme un arrangement entre les acteurs majeurs en présence avec une forte implication de la communauté dite internationale. Nous pensons que leur élaboration pourrait s'analyser en deux phases, dont le mode pseudo-démocratique avec des constitutions dites définitives et les modes non démocratiques avec des constitutions généralement conjoncturelles. Au vu de ce qui précède, les institutions issues de toutes ces constitutions auraient fonctionné sous un coup d'inachèvement, en augurant ainsi des incohérences à base d'inadaptation et de dysfonctionnement. Ceci serait dû non seulement aux non prises en compte des réalités locales du pays, mais aussi au mimétisme et à l'accommodation aux impératifs conjoncturels et individuels. Honorable président du jury, honorables membres de la composition, il convient de souligner que cette analyse a exigé une approche méthodologique pluridisciplinaire en vue de saisir la portée de ces différents contours. À cet effet, nous avons utilisé les méthodes systémiques et juridiques dans le cadre de cette étude. La méthode systémique nous a permis de comprendre et d'appréhender les influences internes et externes dans l'établissement des différentes constitutions de la République démocratique du Congo, ainsi que leur impact à garantir l'équilibre ou déséquilibre institutionnel. C'est aussi par la même méthode que nous avons été portés à appréhender la tendance des acteurs à pouvoir user du mimétisme dans l'ordonnancement constitutionnel du pays depuis son accession à l'indépendance à ces jours, et ce qui fonde cette préoccupation
à bien imiter sans tenir compte des considérations internes susceptibles de légitimer l'action politique à travers sa réglementation. Toutefois, cette analyse qui révèle une double approche juridique et politique a exigé, pour saisir la pertinence des règles, des méthodes juridiques afin de comprendre les raisonnements de ceux qui sont chargés de prendre ou d'appliquer les textes constitutionnels, légaux, réglementaires, statutaires, ainsi que d'autres actes juridiques. À cet égard, cette approche nous a paru importante parce qu'elle nous a permis d'appréhender la portée juridique de chaque disposition des constitutions sous étude, tout en les intégrant dans leur contexte politique et historique. Honorable président du jury, honorables membres de la composition, à ces méthodes, nous avons utilisé une diversité de techniques capables de nous fournir les informations relatives à la recherche. Les techniques documentaires, d'observation participante et d'entretien ont été utilisées dans cette étude. La technique documentaire nous a aidé à décrire et à caractériser les contenus de chaque publication en y repérant les éléments d'information essentiels et pertinents qui sont traduits sous une forme concise et précise en données conventionnelles. Pour compléter et enrichir les informations recueillies dans les différents documents, nous avons appuyé cette technique par une autre, la technique d'observation participante. Ici, notre expérience des parlementaires et d'acteurs politiques nous a permis d'observer en tant qu'acteurs les méandres à la base de la modification de la Constitution du 18 février 2006. Cette participation et observation qui en sont faites nous a permis de saisir la portée de ce que nous convenons d'appeler Constitution, ainsi que la motivation à base de son élaboration, ainsi que les sources d'inspiration. Cette expérience et les matériaux d'observation nous ont permis de fournir un éventail d'informations nécessaires à la rédaction de ces travaux. Ces techniques ont été couplées par l'entretien afin de trianguler les données, particulièrement en ce qui concerne les événements qui les touchent. Pour la collecte des informations relatives à ces travaux, nous avons pu recourir aux entretiens exploratoires, individuels et non structurés. Par contre, la technique d'entretien non structuré nous a permis, avec certains enquêtés, d'engager des discussions informelles dans le but et de les encourager à parler ouvertement et à s'exprimer dans leurs propres termes. Notre rôle était de les stimuler à donner plus d'informations en évitant d'influencer leurs réponses, en introduisant nos mots, nos idées, nos concepts. Et avec certains responsables, nous avons réalisé à plusieurs reprises des conversations informelles sur notre sujet. Honorable président du jury, honorable membre de la composition, cette étude étant vaste dans le cadre de l'histoire politique constitutionnelle d'un pays qui n'est qu'à 60 ans de vie, nous l'avons circonscrit dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, notre travail a consisté à apprécier les contextes d'élaboration et les crises engendrées par les constitutions ayant nécessité leur révision ou caducité. Cela s'est fait selon les républiques. Nous sommes partis de la première république avec ses constitutions, puis la deuxième république, la transition jusqu'à la situation actuelle de la troisième république. Dans l'espace, l'étude a porté sur un aspect de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas d'une étude comparée, même si cela peut être possible. Elle n'a pu intervenir que dans le cadre de la République démocratique du Congo, au regard des différentes positions des spécialistes. Et l'histoire politique des autres États africains est venue seulement se superposer en vue d'enrichir les débats sur l'évolution constitutionnelle congolaise. Monsieur l'honorable président du jury, honorables membres de la composition, afin de comprendre la dimension analytique de cette étude, nous avons pris soin de structurer notre réflexion en 3 parties dont chacune comprend 2 chapitres. La première partie a porté sur l'aspect conceptuel et théorique. La deuxième partie s'est étalée de l'indépendance du pays jusqu'au coup d'État militaire de 1965.
Il porte sur l'examen des mécanismes d'élaboration des différentes constitutions qui ont existé durant cette période. Et la troisième partie, enfin, s'est étalée à apprécier les différentes transitions jusqu'à l'avènement de la Troisième République. Honorable président du jury, honorables membres de la composition, la structuration si haut décrite nous a amené aux résultats selon lesquels les procédés d'élaboration des constitutions en République démocratique du Congo sont tributaires des conjugaisons de plusieurs paramètres dont les crises, la faillite de l'État, faisant la part belle à l'implication de la communauté dite internationale, la lutte cooptative, ce qui pousse à définir la Constitution comme compromis entre différents acteurs majeurs en présence. Il s'agit, à ne point douter, d'un instrument à la merci des dirigeants pour assurer leur domination et sa pérennité. Il s'ensuit ainsi que, répondant à cet impératif, les procédés d'établissement des constitutions de la République démocratique du Congo se présentent de cette manière. Par le mode démocratique, soi-disant, 3 constitutions ont été élaborées sur base du référendum. Il s'agit de la constitution du 1er août 1964, de la constitution du 24 juin 1967 et de la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. Toutefois, force est de retenir, si nous pouvons nous fonder sur des considérations théoriques bien développées par le professeur Jean-Louis Essambo, sur les pratiques référendaires, que le référendum de 1967 est sans nul doute un plébiscite et donc un mode non démocratique. C'est aussi les constitutions qui ont été élaborées comme constitutions définitives. Et en deuxième lieu, il s'est agi des constitutions conjoncturelles dans le cadre des transitions pour la démocratisation du pays. Il faut souligner à cet effet qu'une constitution, la loi fondamentale, n'a pas été élaborée par des Congolais, mais fut octroyée par les Belges pour régir une période non transitoire, mais charnière entre l'installation des institutions congolaises. En même temps, celle du 27 mai 1997, octroyée par Laurent Désiré Kabila pour justifier et organiser son coup de force, bien qu'il ait inscrit cela dans une dynamique de transition. Et les autres constitutions de transition jusqu'à celle du 4 avril 2003 ont été prises dans le cadre de consensus qui a été plus large en 2003. Honorable président du jury, honorables membres de la composition, de tout ce qui précède, il ressort que la rédaction des constitutions congolaises fait appel pour la plupart du temps à l'appui international. Il s'observe que dans l'ordonnancement institutionnel, il s'est avéré que les divergences apparaissent de manière remarquable au point de conduire à des crises institutionnelles. La crise institutionnelle en 1960 entre Kasavubu et Lumumba est partie d'une mauvaise interprétation de l'article 22. La crise entre Kasavubu et Tshombe a été aussi sur la mauvaise interprétation d'une disposition constitutionnelle. Mobutu et Tshisekedi se sont également brouillés sur l'interprétation des dispositions constitutionnelles. Aujourd'hui encore, plusieurs dispositions de la Constitution sont sélectivement interprétées afin de permettre à chaque camp politique de tirer les draps de son côté. C'est notamment les modalités de dissolution ou pas de l'Assemblée nationale par le président de la République, la durée et le nombre de mandats présidentiels, ainsi que la fin de ces mandats. Ces différentes contradictions dans l'interprétation des constitutions sont des sources de tensions conduisant aux crises. Aujourd'hui, nous assistons à des divergences verbales entre les présidents de la République et les premiers ministres, voire les présidents de la République et le Parlement. Ceci appelle la réélecture de la Constitution pour ainsi trouver les mécanismes de solution à ces nouveaux genres de crises en vue d'assurer la stabilité institutionnelle. Il importe ainsi de voir que les institutions calquées sur le modèle occidental devraient trouver dans le patrimoine culturel congolais des matériaux susceptibles de garantir la stabilité politique et institutionnelle. Sinon, le mimétisme mal en point
servira toujours de contradiction pour un éternel recommencement. D'où l'impératif de faire un inventaire des contradictions pour permettre d'asseoir un système politique stable, fruit de notre patrimoine culturel et historique. Honorable président du jury, honorables membres de la composition, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers auditeurs, telles sont les grandes lignes de notre recherche. Nous n'avons pas la prétention d'avoir rencontré tous les contours sur cette question. Humblement, vos orientations et suggestions seront les bienvenues dans le futur de notre encadrement. Je vous remercie. Je m'attribue maintenant la parole. Monsieur Francis Kalombo, excusez-moi de vous dire ce que je pense de vous. Francis Kalombo, je le connais comme tout le monde l'a connu, n'est-ce pas? Un jeune homme parleur qui paraissait un peu délinquant, chinois, etc. Et je découvre un jour Francis Kalombo dans une salle de classe, n'est-ce pas, pour de sociologie politique en 3e grade. Et le jour de l'examen, je pensais que Francis Kalombo n'allait pas faire mon examen, parce que d'abord nous étions dans le même parti, nous étions tous députés, et qu'il savait que je n'allais pas le couler. Mais quand je pose l'examen, je veux partir, je dis non, je salue quand même mon collègue. Où est Francis Kalombo? Francis Kalombo était dans un coin en train d'écrire 12 pages de réponses. Et de réponses correctes. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à respecter Francis Kalombo. Et je lui ai toujours dit, n'est-ce pas, que Francis Kalombo a une très grande capacité de devenir plus que ce que tu es maintenant, mais petit Nangai, tika makambo ya kivoyou, ozalaki na bawenge, tout ça. Maintenant que vous entrez dans la science, n'est-ce pas, il faut prendre une posture plus sérieuse. Et aujourd'hui, je suis très fier, n'est-ce pas, très fier parce que je me trouve devant une excellente dissertation, très bien écrite, en des mots très simples, n'est-ce pas? Même les coquilles que je ne voyais pas, il vient de nous donner plusieurs pages de coquilles. Ce qu'il a encore revu, n'est-ce pas? Les petites fautes, toutes les petites fautes, il les a corrigées. Alors, aussi, le sujet qu'il traite est un sujet d'actualité. Il ne m'a pas lu, mais il pense exactement comme moi, c'est-à-dire combattre un juridisme importé, un juridisme affligeant, un juridisme destructeur de la nation congolaise, un juridisme qui nous amène vers l'inanition de la nation, n'est-ce pas, en faveur d'une politique beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus tournée vers les réalités de notre pays. Et il a fait un travail de véritable politologue. Parce qu'il y a une différence entre la politologie et le droit. Si je dois me caricaturer un peu, le droit c'est la spéculation, même au niveau métaphysique. Surtout s'il s'agit d'un droit étranger. Vous allez voir des grandes têtes perdre le temps à discuter sur les articles d'un petit livre, n'est-ce pas, qu'on appelle Constitution. Ils se battent là-dessus et ils ignorent superbement la réalité, les faits, n'est-ce pas, comment les choses se passent. Et donc, ici, n'est-ce pas, vous avez toutes mes félicitations. Et puis, il a eu recours à l'histoire, le mode de production de la Constitution. On l'ignore souvent. Une Constitution ne tombe pas du ciel. Parce qu'ici, on considère la Constitution comme une Bible, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas la critiquer. Mais Francis a eu le courage, n'est-ce pas, de disserter sur ce problème,
sur le mode de production, les auteurs qui produisent, les contextes de la rédaction et les retombées pratiques de l'application, n'est-ce pas, de cette constitution. Et il a eu aussi le courage contre le populisme ambiant. Parce que quand Beauchamp a écrit son livre sur la mission de la nation, il y a eu des commentaires populistes incroyables, n'est-ce pas, portés même par certains professeurs que vous connaissez. Mais Francis Kalombo a eu recours à cet ouvrage, qui est un très bel ouvrage sur le constitutionnalisme, mais qui a été, n'est-ce pas, massacré à travers les réseaux sociaux. Je parle de l'ouvrage du professeur Beauchamp, un juriste parmi les rares juristes que je respecte. Je respecte, c'est-à-dire intellectuellement, n'est-ce pas? Parce que lui, il prend le rejet d'un juridisme sclérosant la pensée et il a foi aux méthodes sociologiques, politologiques pour comprendre la Constitution. Et ça, encore une fois, mes félicitations. Et il a aussi démontré que la Constitution est plus... C'est le caractère politique de la Constitution qui crée, n'est-ce pas, son caractère juridique. Il a aussi parlé du référendum. Là encore, c'est un mythe. Il y a mon chef de travaux, Koko Youmaïne, qui vient de défendre son mémoire de thèse sur le référendum qu'il y a eu pour cette constitution. Il a démontré que ni les votants, ni même ceux qui faisaient la propagande du oui n'avaient lu ni compris les textes qu'il demandait à la population, n'est-ce pas, de voter. Donc c'est une constitution qui nous tombe là, n'est-ce pas? Et tout le monde, vous allez voir les gens dans la foule, non, constitution, a violé constitution, a violé constitution. Tout le monde est devenu constitutionnaliste, tout le monde est devenu analyste politique et pour une constitution qui a été votée dans le monde que vous connaissez. Et vous avez même été très timide parce que vous n'avez pas parlé clairement de la constitution qui nous crée des problèmes aujourd'hui. N'est-ce pas? Avec son régime que Beauchamp a à juste titre traité de primo-ministériel, qui donne beaucoup plus, n'est-ce pas? Primo-ministériel signifie tout simplement que... Un régime primo-ministériel. Oui, c'est très bien, c'est très courant dans la littérature constitutionnaliste, n'est-ce pas? Primo-ministériel, c'est-à-dire le Premier ministre a plus d'attributions que les chefs de l'État qu'il a nommés. Les chefs de l'État élus au suffrage universel nomment un Premier ministre à qui la Constitution attribue plus de pouvoir que lui. Et je pense qu'il a... il en a démontré, n'est-ce pas, les incohérences ici. Et vous n'avez pas dit que cette constitution de 2006, bon, vous l'avez dit, mais vous n'avez pas insisté sur le fait qu'elle a été écrite à Liège par un professeur de Liège, secondé par le prof Bob Kabamba. Et quand ils sont venus ici, ils ont recruté les anciens de l'université de Liège comme experts. Et l'extraterritorialité. Et le Koko Youmaïne dont je vous parle, parce qu'un des membres du jury était expert, il a dit ils ont recruté les gens de l'université de Liège, dont le membre du jury ici présent. N'est-ce pas? Et le membre du jury a essayé de s'expliquer, mais c'était clair. Alors, il y a aussi un élément sur lequel mes prédécesseurs sont revenus, n'est-ce pas? C'est le caractère, c'est la continuité de gouvernance au Congo. C'est-à-dire, chaque président qui arrive, comme il n'y a pas de remise de reprise, il nie tout ce que l'autre a fait. N'est-ce pas? Ce qui fait qu'il n'y a pas une capitalisation historique. Que tel a fait ça, moi je fais ça, j'ajoute. Chacun qui vient
comme il n'y a pas de remise de reprise, il nie tout ce que l'autre a fait, il recommence à zéro, il réinvente la roue, et alors, non seulement on fait du surplace, comme nous sommes, l'histoire agit parfois comme un tourbillon, n'est-ce pas? On tourne en rond pour, n'est-ce pas, s'enfoncer davantage. Mais, pourquoi je dis discontinuité, continuité? Parce qu'il y a une continuité, il y a un dénominateur commun. Depuis l'esclavage, et c'est mon maître Kambaï Bouacha qui m'a appris qu'il faut étudier l'histoire du Congo, pas à partir de 1885, mais à partir de l'arrivée de Diego Cao à l'ouest et de l'arrivée des Arabes. Donc, toutes ces campagnes esclavagistes, n'est-ce pas, on a institué un système chez nous qui font que nos pays restent des pays bébés, n'est-ce pas, des États bébés éternels. Vous avez utilisé quelque part le mot État bébé, vous n'avez pas cité l'auteur. Vous ne savez certainement pas qui est le président de votre... Alors, quelques observations avant de passer aux questions. D'abord, sur la méthode. Vous avez étudié la méthode systémique. Mais vous avez vous-même ressenti que quelque part, vous avez à relever les contradictions. N'est-ce pas? Les contradictions entre ceux qui ont dirigé avec leurs intérêts et nos intérêts ici. Et là, n'est-ce pas, vous avez donc pris une posture critique. Parce que si vous n'avez pas cette capacité critique, vous n'allez pas remarquer que ce qui se passe, n'est-ce pas, n'est pas ce qui devrait se passer. Et donc, en matière de méthodologie, il faut être libre, n'est-ce pas? Moi, je prêche toujours l'anarchisme méthodologique, pour ne pas être bloqué, n'est-ce pas? Et nous, les chercheurs du tiers-monde, nous avons plus besoin de critique que de rester uniquement dans le systémisme. Aussi, sur les techniques. Les techniques, la première technique, c'est d'abord l'observation. Vous avez commencé à lire les documents après. Vous avez d'abord constaté, avec votre statut d'homme politique, n'est-ce pas? Vous avez analysé comme citoyen, vous avez participé comme homme politique, et c'est à partir de cette observation participante que vous avez eu l'idée de travailler là-dessus, et c'est cela qui a orienté les lectures des documents. Je n'ai pas accepté que vous ayez lu beaucoup de livres, sauf le livre de votre maître. N'est-ce pas? Le livre de votre maître, État. Voilà. Non, pas ça, ça c'est le tout dernier. Oui. N'est-ce pas? Ça c'est le tout dernier, n'est-ce pas? Vous n'avez pas cité votre maître et c'est un complexe. Vous citez les autres, n'est-ce pas? Ah, celui-ci? Vous citez les autres et vous ne citez pas votre maître. Oui. Pouvoir politique en RDC, histoire d'idées et analyse politique. Simon Kimbangu. Oublier des analyses politiques. Politique, oui. C'est un ouvrage très bien, n'est-ce pas, auquel je me suis toujours référé, n'est-ce pas? Et votre copromoteur aussi, je ne le vois presque pas dans la bibliographie. Pourtant, il a beaucoup écrit et les questions de mentalité, de l'inculturation, il a bien exploité ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu. Mais moi, vous avez triché l'état bébé sans même me citer. Bon, peut-être parce que c'est honteux de citer le professeur congolais, parce que j'ai vu un collègue qui est passé à la télévision, n'est-ce pas, parler en mal des professeurs qui ne publient pas, et lui s'est vanté d'être cité par les professeurs étrangers. Mais moi, je me vante d'être cité par mes compatriotes, parce que j'écris pour mes compatriotes. Et il est ridicule qu'un scientifique du 21e siècle, un professeur d'université du 21e siècle, puisse se vanter d'avoir une légitimité scientifique à l'étranger. Au moment où aujourd'hui nous savons que tout ce que les étrangers ont écrit sur nous en matière de sciences sociales doit être remis en question.
Mais il y a encore des collègues qui écrivent et qui se vantent d'écrire pour la consommation étrangère. Non, je parle d'un collègue qui a fait une vidéo, qui a fait mouche ici, n'est-ce pas, pour dire que lui est cité à l'extérieur. Et quand on lui dit, présentez-nous votre livre phare, il n'y en a pas. Alors maintenant, je passe aux questions. Il y en a beaucoup, un peu plus que d'habitude. Que dit Francis le politologue? Non, pas Francis. Que dit Calombo, le politologue? À Calombo, les juristes sur la Constitution. Est-ce une question essentiellement politique ou prioritairement juridique? Est-ce une Bible qui ne change pas, qui est le même et qui est la même aujourd'hui, et hier, aujourd'hui et demain, ou est-ce une production des hommes qui peut être modifiée en fonction des conjonctures qui se passent? Ça, c'est la première question. Question suivante. Que dit Calombo, le juriste politologue? Ou le politologue juriste, ça dépend. Qu'est-ce qu'il dit aux prétendus constitutionnalistes congolais, dont la science ne sert qu'à spéculer sur les articles d'une constitution conçue ailleurs? Donc, qu'est-ce qu'il pense de ce juridisme que je qualifie de décevant et d'affligeant? Question suivante. La loi fondamentale, vous l'avez dit, a amené la crise entre Lumumba et Kasavubu. Chacun a trouvé dans cette loi fondamentale des articles pour justifier sa décision. En 2006, nous avons cette constitution, n'est-ce pas, qui nous crée tous ces problèmes. Mais, contrairement à ce que vous avez dit, moi je pense que la période de Mobutu, n'est-ce pas, je parle sous le contrôle d'un ancien ministre de Mobutu qui est avec moi ici au jury, n'est-ce pas, la période de Mobutu, c'était une question où il y a eu bien sûr des problèmes économiques, mais on était stable politiquement. N'est-ce pas? On n'a pas connu des discussions telles que nous, des crises telles que nous les avons aujourd'hui. Et si nous avions capitalisé ces moments pour nous engager dans le développement, je pense que nous serions loin. N'est-ce pas? Et à l'époque, il avait son mot, Tatabo, Ekolobo, Mokonzibo. Il faisait ses constitutions qu'il a changé 17 fois, je pense. 17 fois, oui. Et on avait une certaine stabilité. Il a manqué seulement, n'est-ce pas? Et même la conscience nationale. Si vous comparez la période de Mobutu, n'est-ce pas, au tribalisme tel que nous sommes rentrés aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même lieu de revoir un peu la lecture de l'histoire de la Deuxième République et ne pas se contenter de ce que la conférence nationale a dit sur Mobutu. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer, nous, aujourd'hui? Quelle est la leçon historique à tirer de ces constitutions élaborées ailleurs? Vous avez déjà la réponse parce que vous avez déjà répondu à plusieurs de mes collègues. Que dites-vous de ceux qui disent que l'État de ceux qui disent que l'État est un instrument au service de la classe politique pour prendre en otage le pays tout entier à travers la Constitution? Alors, en dernier lieu, ça c'est une question fondamentale pour moi. On dit souvent, on viole la Constitution, mais on ne peut violer que ce qui est violable. Alors, je me pose la question, est-ce que cette Constitution est non appliquée ou bien seulement inapplicable parce que son applicabilité intégrale va amener à l'inanition de la nation? Est-ce non appliqué, violé ou simplement parce que c'est inapplicable? Voilà. Vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Je vais commencer par la dernière question.
on viole la Constitution ou je pense que cette Constitution n'est pas violée, mais la Constitution n'est pas applicable. Et elle n'est pas applicable tout simplement parce que le mimétisme qui a précédé, donc on a fait des copier-coller dans beaucoup de dispositions. Je prends un exemple. Lorsqu'on fait la Constitution, j'ai eu l'avantage de participer au dialogue intercongolais à Sun City, à plusieurs rencontres depuis Lusaka. Il y a certaines dispositions qui n'ont jamais été débattues ni au Sénat, ni au Parlement. Je me rappelle encore des discussions qu'il y a eu entre le sénateur Chihuahua, à Chilapasi à l'époque. Il s'est énervé même pendant qu'on discutait sur cette constitution, puisqu'il était membre de cellule qui avait la mission d'élaborer la constitution. Vous prenez, lorsqu'on dit 40% retenus à la source, on est sur le papier. Mais au moment de l'appliquer, on s'est retrouvé devant une situation qui avait que 3 provinces qui pouvaient vivre de ça. Et malgré ça, mais cette disposition n'a jamais été modifiée. On ne sait pas l'appliquer. Vous prenez cette histoire des 11 provinces qu'on allait avoir, les provinces telles que nous les avons aujourd'hui. Lorsqu'on élabore la Constitution, on dit 3 ans après l'installation du Sénat, mais on s'est retrouvé qu'on ne pouvait pas. D'où cette modification qu'on avait proposée pour pouvoir modifier cette mise en place. Très bien, passez à la question suivante. Et, merci beaucoup. La question suivante, que dire de ceux qui disent que l'État est, justement, de prendre la population en otage. Parce que les gens, qu'est-ce que la population a comme vision par rapport à ceux qui les dirigent? Pour la population, je deviens député, je deviens ministre et je m'enrichis. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont pris en otage par les dirigeants parce que la majorité des dirigeants ne travaillent pas pour l'intérêt général. C'est ce qui donne comme impression parce qu'une fois arrivé au pouvoir, on voit les sœurs, on voit même dans la composition au niveau des partis politiques, quand vous voyez que certains sont des députés, sénateurs, mais leurs suppléants, c'est femmes, enfants, vous avez des membres des partis qui continuent à suivre. C'est parce qu'on s'est dit, mais il travaille pour lui, il ne travaille pas même pas pour son parti politique, parce qu'il est chef du parti, mais les suppléants, c'est la famille d'abord. Donc, ici, on leur donne raison. Mais vous avez aussi posé la question par rapport à la loi fondamentale et à l'époque de Mobutu. Nous disons que cette époque a été stable. Pourquoi? Parce que, excusez-moi un peu les termes, Mobutu a joué au malin. Vous voyez que Mobutu fait son coup d'État. Qu'est-ce qu'il annonce en premier lieu? Je garde le Parlement tel quel, tout le monde va occuper, mais il retire tous les prérogatives du Parlement. Il gère par ordonnance et petit à petit, Mobutu commençait à récupérer tout le pouvoir. Et même lorsqu'il amène la Constitution du 24 juin 1967, qu'est-ce que Mobutu va faire? Dans un premier temps, il accepte 2 partis politiques, mais le deuxième n'avait jamais eu lieu. Donc il a fait en sorte qu'il ne puisse pas avoir lieu. Jusqu'en 70, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier pour que nous ayons un parti unique. C'est comme ça que la plupart des constitutionnalistes pensent que c'était une nouvelle constitution. Le MPR, en 1974, devient parti-État et les autres institutions ne deviennent que des simples organes du mouvement populaire de la Révolution. Et quand vous voyez toutes les modifications qu'a pu faire Mobutu, c'était pour, d'un côté, unifier et en étudiant bien la culture du peuple. Et nous avions, en cette époque-là, la culture du chef, avec un régime présidentiel. Puisque la première des choses, c'était de paralyser la primature. Le Premier ministre mis de côté, lui-même prend le pouvoir et il fait une constitution présidentielle. Et à partir de là, on avait un chef de l'État fort par rapport à notre culture. C'est comme ça que ça donne l'impression que le pays était... Il y avait un chef. Passez à la question suivante. Et quant à la question suivante, par rapport aux constitutionnalistes et les juridistes, moi je crois que ce qui fait mal, c'est que moi j'ai un avantage, c'est d'avoir les 2 formations. Au même moment, je suis juriste, au même moment, je suis politologue. J'essaie de naviguer entre les 2. L'erreur aujourd'hui, c'est que
voilà pourquoi l'importance même de ces travaux. Quand j'ai choisi ce sujet et le professeur Niemba a accepté de m'accompagner, justement parce qu'il a trouvé qu'il y avait ces deux côtés où on devait travailler, mais pour plus ressortir les côtés où moi j'ai besoin que les juristes penchent. En ce qui concerne la Constitution, c'est une affaire des politologues. Les juristes pensent que c'est eux. Non. Et moi qui avec les deux formations, ça cogitait dans ma tête, j'ai compris qu'il faut être un politologue pour bien interpréter. Aujourd'hui, ceux qui se proclament des constitutionnalistes sont des juristes, alors que c'est les politologues qui devaient en réalité se réclamer constitutionnalistes. Oui, j'en profite pour dire aux doyens de la faculté de Sciences Po que nous devons sortir, n'est-ce pas, de la torpeur. Je vois les juristes qui tremblent, et plutôt les politologues qui tremblent devant les juristes. N'est-ce pas? C'est ridicule. Merci. Parce que dans notre formation, et moi je l'ai expérimenté, on a pratiquement le même cours de droit. Donc aujourd'hui, un politologue ne doit pas être complexé devant un juge. Au contraire, un politologue a beaucoup plus de la matière dans ces domaines plus qu'un juriste. Parce que la politique est dynamique. Par contre, le droit, le juridisme est statique. Ça reste là. Donc, ici, je pense qu'on n'a pas de complexe à avoir. Nous autres politologues, moi j'ai les deux formations, mais je pense que si je me penche vers le politologue, en cette matière, il faut que nous, le politologue, nous puissions aussi créer, comme les juristes l'ont fait, ils n'ont pas ces monopoles, leur truc de constitutionnaliste, non, c'est à nous de pouvoir le faire et de pouvoir vanter et de pouvoir débattre là-dessus pour prendre les dessus parce que nous sommes mieux outillés par rapport à ça. Vous savez, on doit commencer par l'existence même de l'homme. Vous avez le peuple. Et à côté du peuple, vous avez le besoin. Et quels sont les besoins du peuple? Le peuple a d'abord besoin d'être alimenté. C'est-à-dire il a faim dès qu'il arrive au monde, il a besoin de manger. Et il a besoin d'être en bonne santé. Il a besoin de l'éducation, de la sécurité, de moyens, c'est-à-dire l'économie. Et comment satisfaire ces besoins primaires ressentis par la nation? Parce que c'est dans une société. Une société doit être organisée. Et c'est partant de ces faits-là que va engendrer le droit par rapport aux institutions qui, elles, doivent résoudre ces problèmes-là. Ils ne doivent pas les résoudre n'importe comment. C'est en étant organisés. Et pour être organisés, ils ont besoin d'un pouvoir. Et le pouvoir doit être encadré, d'où la naissance de la Constitution. Et la Constitution, dès que la Constitution arrive, ça devient un instrument juridique. Et c'est là où le fait, ce qui était que le fait, va engendrer le droit par rapport aux besoins, comment on peut les satisfaire. Et ce qui fait que c'est l'adage qui dit que le fait précède et les faits, c'est ça les faits, c'est le besoin ressenti par la population qui doivent être résolus par les institutions qui sont les institutions juridiquement instituées et là le droit entre et ça fait le mix entre les deux. La Constitution, au départ, qui est un texte, devient, quand ça devient une loi fondamentale, c'est là où les droits commencent. Oui. C'est ça que je voulais que vous puissiez expliciter. Avant cela, les droits n'existent pas. Et c'est l'organisation. Donc, dans la Constitution, oui, je sais que ça vous éclairer, peut éclairer la masse. Avant cela, la Constitution n'est qu'un simple texte où nous trouvons l'organisation d'un pays. Ouvrez la Constitution, tout ce que vous verrez là. Qui, d'ailleurs, quand la Constitution devient une loi, et quand c'est sorti dans les journaux officiels, ça devient le droit constitutionnel. C'est cette organisation-là. C'est comme en fait on a les statuts. Et le statut même, c'est le statut même du règlement d'ordre intérieur. C'est ça le droit constitutionnel. Donc, vous avez cet avantage-là d'être déjà dans ce pot-là de ceux qui conçoivent comment organiser le pays, qui conçoivent comment gérer un pays. C'est ça la science politique. C'est ça être politologue. Mais malheureusement, à l'endroit là où on est là de termes donc, entre
l'estimation et puis ensuite l'égalisation par la signature du président, par la promulgation, qui devient une loi fondamentale, et la promulgation qui devient un droit, dans cette commission-là, il n'y a pas de politologue. C'est pour cela qu'il y a peu de politologues tout justement qui parviennent à expliquer vraiment, sincèrement, comment on organise un pays. Comment on gère un pays. Tout le monde s'improvise, même si vous avez fait de la philosophie. Vous avez eu les cours de la philosophie politique, on s'est dit expert en sciences politiques. Non, la science politique, ça s'apprend pendant 5 ans et pour les DEA pendant autant d'années. Comment organiser, gérer un pays. Mais vous trouverez quelqu'un qui vient, non, j'ai fait de la philosophie politique et vous allez donner même les cours de base des sciences politiques. Où j'ai fait les droits canaux et vous devenez même un juriste ou je ne sais pas qui. Mais l'organisation du pays, c'est quand même incroyable. Et parfois dans des jurys, on ne prend pas des vrais politologues qui doivent aider ceux qui doivent demain former ou transmettre les savoirs sur l'organisation de la gestion du pays. On prend celui qui a fait les droits canaux, celui qui a fait de la philosophie quelque part, mais il a étudié un peu la science politique en philosophie, ou bien en droit, il a étudié les cours des sciences politiques, mais sous l'angle juridique. Parce que ceux qui donnent cours en sciences politiques, qui n'ont étudié que la science politique donnée par un juriste, c'est sous l'angle juridique. Donc, en fait, ils étudient pour la deuxième fois les droits constitutionnels, bien les droits publics, ou même les droits administratifs. Ce sont des règles que les juristes doivent savoir expliquer, savoir faire appliquer, savoir interpréter, voire même savoir comment on peut sanctionner, etc., etc. Il y a une grande différence. Pour vous, vous avez fait le droit. Ce sont des vrais politologues qui doivent effectivement donner des cours de sciences politiques chez vous pour comprendre comment organiser et gérer le pays. Malheureusement, notre enseignement, comme je l'ai dit, notre enseignement supérieur et universitaire doit être revisité et devait corriger. Et on doit mettre l'expert à la place qu'il faut et non pas engager les gens par copinage ou bien par tribalisme ou même par militantisme. Je vous en prie, monsieur. Très bien, très bien, très bien. Micro. Je complète cela en disant que Piaget, pour être à la fois psychologue et pédagogue, n'avait pas étudié la psychologie. N'avait pas étudié. Voilà, je termine. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Et il est grand psychologue. Il est grand pédagogue. Donc, voilà. C'est simplement ça. Et je suis dans sa ligne. Félicitations. Je vais terminer en disant que la science politique a commencé à être enseignée à l'université par les juristes dans le cadre du droit constitutionnel. Mais quand on a remarqué l'insuffisance des méthodes juridiques pour expliquer les faits politiques, on s'est référé à la sociologie qui a donné, n'est-ce pas, la base méthodologique. Et la sociologie elle-même, surtout dans l'étude des faits politiques, fait toujours référence à l'histoire. Parce que les historiens d'ailleurs ont été, je me suis trompé en disant que c'était les juristes. Non, les juristes ont intégré ça à l'université, mais ceux qui ont commencé à étudier les faits politiques, c'était des philosophes, ensuite des historiens qui ont systématisé, etc. Donc, un politologue doit être un homme, j'allais dire, transdisciplinaire. Alors maintenant, j'autorise l'assistance, n'est-ce pas? Si quelqu'un a une question, mais condition, il faut avoir un diplôme de DA pour être autorisé à poser des questions. DA ou doctorat. Le jury va se retirer pour délibérer. Merci. Tout le monde debout. À l'issue de la présentation par le candidat Francis Kalongo Tambo de son mémoire intitulé La problématique des procédés d'élaboration des constitutions en République démocratique du Congo et leurs conséquences au plan politique et institutionnel. À l'issue de cette présentation par les candidats et les échanges avec les membres du jury,
il est décidé que le travail de M. Kalombo Tamba est reçu avec la mention la plus grande distinction et félicitations du jury. Je vous remercie. Salut, merci. Très bien, très bien. Félicitations. La photo. Là-bas. Vous remettez là-bas.